Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire Le bilinguisme et la dualité dans l'ordre colonial canadien. Merci de noter que cet atelier est enregistré et sera partagé publiquement par la suite. Tout d'abord, je tiens à reconnaître que l'Université de Regina est située sur les territoires des Nehiyawak, des Anishinabek, des Dakota, des Lakota, des Nakoda et sur la terre ancestrale des Métis. Le campus principal de l'Université de Regina et la cité universitaire francophone se trouvent sur le territoire du traité numéro 4. Nous reconnaissons qu'en tant qu'institution fondée par des colons, nous tirons profit de notre présence sur ces terres. Nous sommes reconnaissants du privilège qui nous est accordé d'apprendre, d'enseigner et de travailler ici. Il est de notre responsabilité de renforcer nos relations avec les communautés autochtones et de construire un avenir plus inclusif pour toutes et tous. Nous nous engageons à poursuivre nos démarches contribuant à la réconciliation et à bâtir des relations sincères et durables avec les communautés autochtones. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour cet atelier en ligne. Merci également infiniment au Dr Mélenchon de nous offrir cet atelier. Donc vous me connaissez pour la plupart, je m'appelle Aurélie, je suis coordonnatrice du Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire à l'Université de Regina. Et je vais vous présenter notre conférencier aujourd'hui. Dr Jérôme Mélenchon est professeur titulaire et chef de département de philosophie et d'études classiques. Il mène ses travaux à partir de sa position de chercheur colon d'origine européenne mixte. Ses travaux portent notamment sur l'histoire de la philosophie et des idées, des relations de pouvoir au sein de la francophonie en milieu minoritaire, le colonialisme au Canada, l'histoire des pensionnats autochtones, ainsi que la réconciliation et les relations entre Canada et les peuples autochtones. Il a codirigé 2 ressources électroniques en ligne à propos du colonialisme canadien, ainsi que 3 numéros de revues sur les groupes minoritaires au sein de la francophonie canadienne ou ses liens avec les peuples autochtones. Il travaille actuellement sur un projet de formation et de recherche autour de l'accès aux documents d'archives en lien avec le pensionnat autochtone. Je cède maintenant la parole au docteur Mélenchon. Bon atelier à tout le monde. Mais merci Aurélie, puis merci à tous d'être ici aujourd'hui. Euh, Ceci étant un webinaire, je vais passer la plus grande partie de la communication avec des diapositives pour vous. Euh, Dès que le logiciel me laisse faire. Donc, euh, voilà. Le but du webinaire aujourd'hui, c'est de vous donner la chance de découvrir la loi sur les langues autochtones. Et puis, j'ai pensé de faire en grande partie en comparaison avec la loi sur les langues officielles. Évidemment, plusieurs d'entre vous connaissez beaucoup mieux, même que moi, la loi sur les langues officielles parce que vous vous en servez, vous la comprenez. C'est quelque chose qui est familier pour vous. Donc ici, le but, c'est pas de présenter cette loi-là, vous la connaissez bien, mais de s'en servir comme point de départ, mais aussi de la replacer dans un contexte différent. Donc c'est avec ce que je vais commencer ici, avant de passer aux enjeux plus généraux qui se trouvent autour de cet ensemble de politiques linguistiques-là. On va parler des transformations récentes qui ont mené à l'adoption d'une loi puis à la refonte d'une autre, parler de chacune des lois, puis ensuite passer assez rapidement sur les horizons d'avenir. Je vais commencer un peu avec l'idée ici que les langues autochtones ne sont pas des langues minoritaires. Donc, il y a d'une part le français comme langue minoritaire, donc c'est pas de majorité-minorité. On parle quand même de participation à un même ensemble. Tandis que si on regarde le contexte colonial, on va voir que les langues autochtones sont en fait reléguées soit à l'arrière-plan au passé, ou bien poussées aux marges, sinon même à l'extérieur des institutions canadiennes. Du coup, on ne peut pas en parler comme une langue minoritaire comme une autre, mais plutôt comme une langue colonisée. Puis évidemment, ce qui se trouve derrière ça, c'est que le français ne le serait pas. Donc, j'ai fait quelques travaux par le passé. Je n'ai pas tout expliqué ça ici, mais quand on parle d'une personne qui est colonne, ou un colon, c'est pas quelqu'un qui n'est pas très intelligent, comme on peut souvent le dire dans les familles, dans la société en général. C'est simplement une personne qui profite de l'ordre colonial qui le maintient, ce qui fait une différence avec les personnes colonisatrices.
qui ont un plus grand potentiel d'action sur la communauté en général ou sur la société en général. Donc, si on colonise, ce n'est pas seulement une question de prendre une terre, c'est aussi d'occuper le territoire, d'effacer la présence des peuples autochtones, des premiers peuples, puis de leur manière de vivre sur le territoire, puis de leur enlever la possibilité d'y retourner aussi. Ça, on peut le faire en le sachant ou non. Mais c'est souvent une ignorance qui est maintenue pour cette raison-là. Donc, quand on parle des positions des francophones comme, disons, colons, peuple colonisateur, c'est pas une identité, c'est une position par rapport à l'ordre colonial. Alors, personne ne se définit nécessairement comme colon ou colonne, c'est quelque chose qui vient avec le système dans lequel on vit. Ce que je présente dans les travaux en général, c'est que les francophones ne sont pas seulement dans une position de domination envers les peuples autochtones. À divers moments de l'histoire, il y a aussi eu une position dominée, d'oppression aussi. Mais il reste avant tout que c'est pas un peuple colonisé parce que le régime politique colonial leur donne ce qui est enlevé au peuple colonisé. Donc, l'accès à la propriété du territoire. Alors, si on pense par rapport au territoire, il y a la possibilité d'être propriétaire, encore aujourd'hui d'avoir accès relativement aisément, la présence au sein de l'État, tant dans la bureaucratie que comme élu. Ensuite, aussi même le fait d'être consulté, de participer à la libération de lois. Le maintien des manières de vivre ensemble, ça peut se faire euh, en relation à l'État, puis au reste de la société aussi, en grande partie grâce à l'Église qui le favorisait, plutôt que d'avoir des systèmes qui limitent ces possibilités-là, ces manières-là. Puis ensuite, leurs propres traditions et pratiques qui sont soutenues par des institutions, tant les institutions communes que des institutions spécifiques. Tandis que le système colonial a tendance à attaquer toutes ces possibilités-là du côté des peuples autochtones, y compris la langue comme une manière de vivre ensemble. Alors, si on pense les langues dans ces quatre dimensions-là du contexte colonial, on peut poser des questions comme comment est-ce qu'une langue nomme le territoire? Euh, où ces langues sont-elles présentes? Quelles relations avec le territoire sont permises? Il y a beaucoup de travaux dans la francophonie canadienne qui partent de la géographie, surtout les géographies humaines. Alors, ce sont souvent ce genre de questions-là qu'on pose. Ensuite, il y a la relation à l'État. On parle beaucoup de politique ici. Est-ce que les langues sont reconnues? De quelle manière? Est-ce qu'elles sont pratiquées au sein de l'État? Quelles sont les politiques? Ça, évidemment, l'approche par politique ou par régime linguistique va se limiter à cette facette-là, puis c'est donc partiel. Je ne vais pas faire l'ensemble de l'étude des langues ici, mais seulement en relation aux politiques. Ensuite, la question des moyens de reproduction sociale. Donc, est-ce que ce sont des langues maternelles? Est-ce qu'on peut passer ces langues-là? Est-ce qu'on peut étudier dans ces langues? Est-ce qu'on empêche? Est-ce qu'on limite l'apprentissage des langues? Est-ce qu'on peut la transmettre finalement? Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur du groupe aussi qui vont l'apprendre? Et puis finalement, la question des traditions et pratiques. Ben, est-ce que les traditions et pratiques portent les langues ou vice-versa? Est-ce qu'on pratique les langues dans ce cadre traditionnel, dans les pratiques quotidiennes, qu'on parle de pratiques culturelles, spirituelles, donc peu importe? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut continuer à tenir ces traditions et pratiques-là dans les langues autochtones, disons, dans le cas qui nous intéresse? Je me servais de mes titres pour prendre une gorgée, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui est en jeu ici? D'abord, on voit que de part et d'autre, la langue est centrale à l'autodéfinition tant des francophones, des communautés francophones, puis des premiers peuples. Ensuite, on sait qu'il y a une demande de réconciliation de la part des premiers peuples. Puis, il y a souvent, hein, on entend souvent un désir de réconciliation. Si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine que ça joue un rôle dans votre présence.
Donc, il y a un moyen ici de se rejoindre à travers cette demande et ce désir-là. Il y a eu un renouveau des politiques linguistiques dans les 10 dernières années qui a mené à la création de la loi sur les langues autochtones, puis à la modernisation de la loi sur les langues officielles. Mais ça a été deux processus parallèles et déconnectés. Puis en fait, la plupart du temps, on ne parle pas de ces lois, puis de ces politiques, ni de ces langues ensemble, sauf s'il y a une compétition. Donc, la plupart du temps, si on parle de la relation du français aux langues autochtones ou vice-versa, ça va être par exemple parce qu'on parle de possibilité d'avoir un ou une juriste autochtone qui siégerait à la Cour suprême, pourrait être bilingue ou multilingue, mais qui ne parlerait pas français. Il y a eu des débats autour de la nomination de notre gouverneur général, qui est bilingue, mais qui ne parle pas français. Il y a un esprit de compétition comme quoi on enlèverait quelque chose au français du fait de reconnaître les langues autochtones. Ça, c'est un enjeu central de cette relation-là. Par rapport aux politiques, je pense que c'est important de penser tant à ce que la loi sur les langues officielles a permis que ce que la loi sur les langues autochtones aurait pu permettre. Donc, si on écoute ce que Stéphanie Chouinard a à dire là-dessus, on peut voir que l'adoption de la loi sur les langues officielles représente un point tournant de l'histoire politique canadienne. Donc, elle se voulait un signal d'affirmation d'une relation qui serait renouvelée entre francophones et anglophones au Canada comme co-égaux au sein d'une fédération où cette égalité était en pratique loin de devenir réalité. Donc, ça a permis cette égalité-là. Puis il y a une reconnaissance par la loi, puis par la manière dont la loi a été présentée, puis adoptée, qui a permis ce renouvellement de relation-là. Donc ça, c'est le genre de possibilité qu'une loi euh, ou une politique linguistique peut créer. Ensuite, Raymond Théberge explique que la loi sur les langues officielles a permis aux Canadiens de comprendre qu'il est effectivement possible et bénéfique pour différents peuples de coexister à l'intérieur d'une même communauté politique. Alors, ici, lui, il fait référence surtout aux anglophones, dont plusieurs à l'époque étaient, puis sont restés par la suite, hostiles ou au mieux indifférents à l'idée d'un bilinguisme officiel au niveau du pays. Mais pour plusieurs, ça a mené à cette compréhension-là. Donc, on pourrait avoir le même phénomène si on parlait des langues autochtones de la même manière. On a aussi le fait que la loi a réduit les inégalités socio-économiques, a joué un gros rôle là-dedans, puis a mis l'accent sur les droits plutôt que sur des considérations pragmatiques, ce qui fait que des coûts plus élevés deviennent mieux justifiés parce que les droits présentent le besoin, la nécessité comme étant plus grande que la seule question des capacités. Hum, il y a peut-être des manquements aux politiques jusqu'à présent, puis qui se retrouvent même dans la mouture présente de la loi sur les langues autochtones. On peut parler, par exemple, du déclin de l'utilisation des langues autochtones, notamment par le décès des locuteurs et locutrices de langue maternelle. Il y a une éducation autochtone qui est déjà sous-financée. Il y a un écart éducationnel qui existe entre les personnes autochtones puis le reste des populations canadiennes. Il y a des écarts économiques et sociaux vraiment importants autour de cet écart éducationnel-là. Les traités sont en place, mais ne sont souvent pas respectés. Il y a une hiérarchisation raciale et coloniale des politiques linguistiques qui donne une priorité aux langues officielles sur les langues autochtones. Il y a un génocide culturel, ce qu'on appelle souvent aussi un linguicide, qui existe depuis très longtemps, au moins depuis la création du Canada. Donc, quand on parle de déclin, même comme je l'ai fait, de disparition, de danger d'extinction, en fait, c'est pas vraiment juste parce que c'est une attaque continuée contre les langues autochtones qui a lieu contre les peuples autochtones. Puis ensuite, il y a le problème de la perte d'un patrimoine immatériel ou culturel. Donc, c'est une perte linguistique pour le patrimoine de l'humanité, pour toute une manière de voir le monde, de connaître. Puis c'est aussi une perte linguistique pour les peuples autochtones eux-mêmes, où on entend souvent parler de honte, de déconnexion culturelle, qui est liée aux gens qui ont passé par les pensionnats autochtones, par exemple, puis qui
se sont fait dire de ne pas parler leur langue. Donc, parlons des raisons des transformations récentes qui ont lieu. Des chronologies pas tout à fait parallèles, mais des transformations qui ont quand même eu lieu dans un même espace politique. Donc, si on voit ici, entre la modification autour de 2005 à la loi sur les langues officielles qui mettait vraiment de l'avant les obligations envers les communautés, euh, on peut mettre ça plus ou moins à côté de l'annonce d'un centre des langues autochtones qui aurait été créé. Donc, on voit la différence entre un centre qui serait là pour soutenir les langues, puis d'un autre, des obligations envers les communautés elles-mêmes. On voit aussi que les programmes qui existent pour les langues et cultures autochtones, surtout pour les langues autochtones, sont sous-financés. Une évaluation de programme par le gouvernement a montré que, tandis que des demandes d'appui, de soutien pour différents programmes, différentes initiatives avaient rejoint les 68,2 millions de dollars, tandis que seulement 5 millions de dollars avaient été alloués comme financement. Donc, on parle d'une goutte d'eau par rapport aux besoins qui ont été communiqués au gouvernement fédéral, mais même pas des besoins en général. Ensuite, on a l'espace 2017-2019 où les consultations commencent pour la refonte de modernisation de la loi sur les langues officielles. Les débats sont lancés aussi, tandis que les processus de mobilisation des communautés, puis en fait de certaines communautés, puis des forces politiques commencent. Une étude au Sénat commence en même temps que la lettre de mandat est envoyée. Puis la sanction royale arrive beaucoup plus rapidement pour la loi sur les langues autochtones que pour la loi sur les langues officielles. Euh, une autre étude, à un autre moment, on pourra discuter des raisons de ces délais-là ou de cette hâte-là. Pourquoi est-ce que la loi sur les langues officielles a-t-elle été euh, réformée ou modernisée? On peut donner ici deux ordres de réponse qui se rejoignent évidemment. Donc, Hudon, en 2025, explique que on veut adapter à certaines réalités qui ont changé. On veut revoir des mécanismes de surveillance. On veut des stratégies pour assurer le respect de l'égalité réelle des langues officielles. Euh, on veut renforcer la protection du français, ça c'est un peu une nouvelle idée, puis freiner le déclin du poids démographique. Euh, donc, on reconnaît le besoin d'immigration. Donc, on a à peu près les mêmes idées de la part du gouvernement, présentées un peu différemment, mais bon, généralement, c'est la même chose. Les raisons de création de la loi sur les langues autochtones sont un peu différentes. On suit un rapport ici qui nous ramène à la résistance de Ganawagé et Ganassetéré, ce qu'on appelle souvent la crise d'Oka. Donc, au rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, le rapport de l'enquête nationale, la Déclaration des Nations unies, l'existence déjà de l'article 35 de la loi constitutionnelle. Je rappelle qu'au départ, les droits n'ont pas été nommés. Donc, la Constitution dit que des droits existent, mais on ne sait pas lesquels. Il devait y avoir des conférences pour négocier ces droits-là. Ça n'a jamais eu lieu. Ce qui a eu lieu plus tôt, c'est une série de jugements rendus par la Cour suprême. Euh, Puis aucune de ces décisions indique en fait si les droits linguistiques sont inclus dans l'article 35 ou non. Puis il y a finalement une loi en 2016 qui avait été annoncée. Donc on a suivi un engagement ici, suivi une promesse. Si on regarde ici les articles de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, plusieurs sont cités dans la littérature, dans les demandes auprès du gouvernement et soumissions auprès de différents comités euh, pour appuyer dans le droit international, ou ce qui passe pour tel, euh, euh, le besoin de reconnaître les droits linguistiques des premiers peuples au Canada. Donc, si on regarde ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui ressemblent aux arguments qui ont été mis d'avant, tant au Québec
que dans les communautés francophones partout au Canada, au moment où les premières politiques linguistiques ont été développées un peu partout au pays. On a aussi des appels à l'action des commissions de vérité et réconciliation. J'ai mis l'article 14 à part, simplement par souci de ne pas trop remplir votre écran. Donc, on a ici des demandes de la part de la commission. Euh, donc, on a ici la demande par rapport au droit linguistique, l'idée d'un commissariat, puis l'idée d'une loi. Puis comme on va le voir, ben, ces choses-là sont mises en marche. Mais aucune n'est entièrement conclue encore pour l'instant. L'appel n'a pas encore été trouvé une réponse entière. On va se tourner ici vers la loi sur les langues autochtones. Puis, si vous regardez l'enregistrement, vous pouvez arrêter l'enregistrement, puis essayer de trouver l'écureuil qui se cache dans la photo. Alors, voici certains des éléments essentiels de la loi sur les langues autochtones, qui est beaucoup plus courte hein, que la loi sur les langues officielles. Donc, le préambule reconnaît certaines choses, fait des ouvertures. Donc, on mentionne la Commission de vérité et réconciliation, on mentionne les Nations unies, on mentionne le droit à l'autodétermination, puis à l'autonomie gouvernementale. Euh, on mentionne, bon, ce droit-là est interprété évidemment d'une manière un peu différente au Canada que ce qu'on voulait dans la déclaration. On parle de primauté historique des langues autochtones. On parle de la place qu'elles ont jouée dans les relations avec les Européens. Puis on parle d'un patrimoine divers et riche. Alors on suggère ici que ça fait partie du tissu canadien, c'est-à-dire que le Canada s'est bâti en partie dans cette relation avec les peuples autochtones, puis que les langues autochtones, longtemps, ont été apprises par les Européens, les Euro-Canadiens, plutôt que le contraire, parce que il y avait un plus grand nombre de locuteurs de ces langues que de locuteurs de langues européennes. Ça, tout ça, c'est sous-entendu, hein, c'est pas dit comme tel dans la loi. Ensuite, on parle de qu'il y a, on dit qu'il y a eu, on reconnaît qu'il y a eu des politiques et des pratiques discriminatoires par le passé. On parle de différentes langues autochtones, que certaines sont parlées par beaucoup plus de gens que d'autres, par exemple. On reconnaît le lien à l'identité, mais aussi au savoir, à la biodiversité, puis à la spiritualité qu'on trouve dans les langues. Donc, il y a plusieurs raisons hein, de retrouver une valeur. On dit qu'il y a des identités qui existent déjà, puis qui en font la promotion, puis qui devraient être soutenues. Puis, on rappelle que les peuples autochtones sont les mieux placés pour s'en occuper. Alors, les deux derniers points ici sont importants parce qu'on va dire, c'est pas au gouvernement de s'occuper des langues autochtones, c'est aux peuples autochtones eux-mêmes. Tandis que si on revient aux articles de la Déclaration des Nations Unies, on voit que l'État doit donner un financement, un soutien important, ainsi que des services. Euh, donc, ici, il y a un danger de jouer un peu sur l'équivoque en disant, ben ça, c'est la responsabilité des peuples autochtones, donc il faut limiter ce qu'on fait. Alors, la question, c'est est-ce que ça va servir d'alibi? Est-ce que la reconnaissance de toute détermination autochtone va servir d'alibi pour empêcher que des obligations soient mises en place, par exemple? La réponse est oui. Bon, on va revenir là-dessus. Quelques éléments essentiels. D'abord, la loi apporte un soutien à la promotion des langues puis aux efforts des peuples autochtones. Alors, c'est le but principal. Les efforts sont déjà là, on va soutenir ça. On parle de l'article 35, encore une fois. Euh, on ne définit pas ce que sont les droits linguistiques, mais la loi reconnaît que dans la section 35, ou l'article 35, il devrait y avoir des droits linguistiques. Ça flotte là-dedans, on ne sait pas ce que c'est au juste, mais c'est là. Puis, les actions permises par la loi doivent être en accord avec les droits qui sont reconnus et confirmés. Donc, on continue à respecter l'article 35, mais aussi, on va pas vraiment le modifier ici ou lui donner un contenu. La loi vise à mettre en place un cadre, puis des mesures qui permettraient un financement,
mais pas le financement lui-même. Le financement, la loi n'inclut pas un financement, autrement dit. La loi autorise la ministre de conclure des accords avec différents gouvernements, territoriaux, provinciaux ou autochtones. On parle d'un pouvoir discrétionnaire des institutions fédérales à fournir des services de traduction, par exemple, ou d'autres services reliés aux langues. Et puis, on utilise le mot peut, hein, donc c'est possible. Puis on parle même selon la capacité et une demande suffisante. Donc ça, c'est vraiment différent de là où les nombres le permettent ou l'exigent. Ici, c'est si on a la capacité de faire et s'il y a une demande suffisante. Alors, on se présuppose une capacité de la part du gouvernement, surtout du patrimoine canadien, à faire quelque chose, donc que ce soit financé suffisamment, autrement dit, puis qu'il y a des gens sur le terrain pour le faire. Puis on suppose d'un côté qu'il y a une demande active. On est très loin de l'offre active ici. Une demande suffisante, c'est le contraire de l'offre active. Ensuite, on a la mise en place du commissariat aux langues autochtones. Donc, l'appel pour un ou une commissaire a été lancé récemment, alors les gens peuvent mettre leur candidature de l'avant. Mais il faut rappeler que le commissaire ne sera pas mandataire, ne fera pas partie de l'administration publique, contrairement au commissaire aux langues officielles. On peut faire une comparaison rapide ici. Quand on parle des langues autochtones, le commissariat ne dépend pas du gouvernement, ne fait pas partie de l'administration publique, contribue à la promotion, mais ne fait pas de stratégie et n'a pas de pouvoir coercitif. Euh, il apporte un soutien à la réappropriation, à la revitalisation. Oui, il peut régler des différends, mais surtout, il va examiner des plaintes. Il n'y a pas d'enquête. C'est plutôt une médiation, si on veut. Il n'y a pas de lien aux tribunaux. Il y a un appui à l'innovation, aux technologies de l'enseignement, mais il n'y a aucun droit qui va être assuré ici. On va sensibiliser le public, ce qui est quand même pas mal. Il y a la possibilité de soutenir des efforts spécifiques. Le commissariat vient s'ajouter au programme des langues autochtones, puis il vient s'ajouter aussi au ministère des Relations courantes autochtones, puis services aux autochtones. Puis ça, en fait, ça aurait fait toute une autre heure, alors je vais complètement ignorer les deux ministères puis la loi sur les Indiens, parce qu'il n'y a pas vraiment de soutien aux langues autochtones dans ces cadres-là, mais il y a des accords par rapport à la gestion scolaire ici et là, en échange de l'abandon d'autres droits qui ont eu lieu. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Alors, ça, c'est comme une partie un peu à part de ce qu'on pourrait discuter quand moi aussi je maîtriserais mieux le contexte, mais dans une autre discussion. Si on regarde les programmes aussi, ben, il y a un site web très bien monté pour les langues officielles où on a la liste de 227 programmes fédéraux d'intérêt pour les communautés des langues officielles, tandis que pour les langues autochtones, ben, on a le programme, le volet des langues autochtones qui existe, puis c'est tout. Ensuite, on a les projets linguistiques en milieu urbain qui ont eu des projets pluriannuels. Alors, il n'y a pas eu de, de fonds débloqués pour 2026-27. Puis, il y a un programme de radiodiffusion autochtone dans le Nord. Donc, c'est ce qui existe spécifiquement pour les langues autochtones. Contrairement à tout ce qu'on connaît, tous les différents volets hein, de programmes pour les langues officielles. Alors, j'ai fait un peu la recension de différents articles qui présentent des critiques par rapport à la loi sur les langues autochtones. Donc, on les trouve ici. Alors, j'ai pas les inventés moi-même, hein, ça a été fait par des analystes, des chercheurs, chercheuses autochtones et allochtones. Donc, il y a le fait que le financement, peu importe quelle loi on passe, le financement demeure inadéquat. La loi n'a pas aidé à débloquer des financements importants. Tandis qu'on sait que c'est une question d'urgence, parce que les locuteurs, locutrices de langue maternelle sont d'un âge très, très avancé. Ensuite, il y a une participation des premiers peuples insuffisante dans l'élaboration de la loi. La loi elle-même ignore plusieurs des recommandations des premiers peuples. Euh, elle inclut aussi des obligations de consultation qui sont insuffisantes.
Tout demeure lié à des demandes auprès du gouvernement. Donc, encore une fois, il n'y a pas de question d'offre active du tout ici. Les pouvoirs du commissariat sont trop limités. On donne accès aux gens au commissariat lui-même, mais non aux tribunaux. Les obligations de la loi sont limitées à patrimoine canadien, pas aux autres au ministère. Il n'y a pas de droit contraignant. On dit qu'il y a des droits, puis ensuite il y a des possibilités pour répondre à ces droits-là. Il n'y a aucune obligation par rapport aux droits. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'un droit sans responsabilité, un droit sans obligation est vraiment un droit? Il n'y a pas de droit linguistique comme tel reconnu. On ne les nomme pas. Évidemment, on ne les explique pas non plus. Puis, il n'y a aucune garantie de financement. Généralement, ce qu'on voit, ce sont des critiques qui disent que la reconnaissance des droits linguistiques puis des besoins linguistiques sont très, très limités, puis n'incluent pas d'action véritable. Il faut se rappeler, encore une fois, les véritables raisons pour lesquelles la loi sur la langue autochtone a été suggérée, puis euh, pour lesquelles il y a un besoin. C'est que les cultures, les connaissances, les philosophies autochtones sont portées par les langues, puis ne peuvent pas être traduites dans les langues européennes. Pas facilement en tout cas, puis dans mes propres travaux avec un locuteur de langue autochtone, c'est très difficile en fait de pouvoir porter euh, toute une vision du monde dans une autre langue. L'apprentissage de langue autochtone peut être un processus de décolonisation, donc ça menace aussi évidemment l'ordre colonial qui demeure en place. La langue est un élément fondamental des identités, des cultures, de spiritualité et de l'autodétermination des peuples autochtones. Donc, sans les langues autochtones, les capacités à s'en servir en contexte politique, on limite ces dimensions-là de la vie humaine et collective. Puis, il y a aussi le fait que le Canada a attaqué les langues autochtones, puis a créé leur statut précaire par la séparation des enfants de leur communauté. Donc, il y aurait une responsabilité de réparation. Donc, je reviens maintenant sur la question des langues officielles, puis comment on peut les voir, comment elles apparaissent une fois qu'on prend le colonialisme comme point de départ pour comprendre le Canada comme pays. Donc, d'une part, il y a la grande différence entre les deux. J'ai déjà pointé vers ces questions-là, donc c'est plutôt un rappel. La loi sur les langues officielles suppose des engagements et des obligations. On a une égalité de droits et égalité de statut. Alors, elle dit ce qu'il faut faire, tandis que la loi sur les langues autochtones donne une permission, vise le soutien, puis exprime ce qu'il est possible de faire. Donc, on a ici euh, deux langues qui sont protégées, pour lesquelles il faut dépenser. On doit mettre des ressources de plusieurs sortes là-dessus. D'un côté, on a quelque chose qui est peut-être une ambition, mais qui n'entraîne aucunement une action par la suite. On a aussi l'idée que les langues autochtones sont déjà en fait protégées par les traités. Donc, la plupart des traités promettent aux peuples autochtones qui le signent d'avoir le droit de continuer à vivre comme ils faisaient auparavant. Donc, on se présuppose à ça le fait qu'ils continuent à parler leur langue, mais il y a aussi le fait que des interprètes étaient présents, que les traités ont été faits à la fois en anglais ou en français et dans des langues autochtones. Donc, ces traités-là sont préalables à la loi constitutionnelle. Euh, euh, Préalable à la création du Canada. Plusieurs ont eu lieu pour permettre l'extension du Canada dans les prairies, par exemple. Euh, donc, on a ici euh, le fait que les langues sont déjà protégées, mais que cette protection-là n'est pas en fait mise en place. Il n'y a pas d'obligation qui semble venir, même avec ce qui existe déjà dans l'ordre constitutionnel canadien, parce que la Constitution va au-delà de la Constitution écrite. Hein, c'est aussi les décisions de la Cour suprême, puis c'est aussi toute une série de pratiques coutumières. Et puis, il y a le fait que, euh, bien que les langues officielles soient présentes dans la Charte des droits et des libertés, elles ne sont pas présentes dans la loi constitutionnelle elle-même. Donc, il y aurait même une
priorité constitutionnelle des langues autochtones sur les langues officielles. Euh, donc, il y a ici euh, euh, des lois qui permettent de dire que les langues officielles ont priorité sur le reste des lois et règlements de l'État, même si en fait les langues autochtones, techniquement parlant, peuvent être vues comme étant davantage enchâssées dans la Constitution canadienne. Sauf que quand on regarde la manière dont le colonialisme fonctionne, c'est pas seulement les côtés formels, mais c'est en fait comment c'est mis en place, comment ça se déploie dans la réalité. Puis c'est là qu'on voit que l'ordre constitutionnel canadien va mettre de l'avant des langues, puis va continuer à permettre l'attaque sur les langues autochtones. Alors, quand on parle de dualité linguistique, on parle de quoi au juste? Il y a un article de Raymond Théberge de 2021 qui explique très bien, de la part du commissaire aux langues officielles, la valeur de la dualité linguistique. Alors, on connaît ces idées-là. Ouais, elles sont très bien discutées. On parle d'une réconciliation. Donc, là, on voit vraiment l'esprit de 2021 ici, hein, qui a lieu, des années qui suivent le dépôt du rapport de commission de vérité et réconciliation. C'est seulement 5 ans après le fait. Puis le texte provient d'une conférence encore qui prédate évidemment cette publication. Donc, on parle d'une réconciliation que la loi sur les langues officielles a pu permettre, puis qui pourrait être un modèle pour d'autres réconciliations. On parle de la compréhension mutuelle, de la collaboration interculturelle, les droits des minorités qui ont été mises de l'avant, puis permises par les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Donc Téberge propose ici un modèle pour le vivre ensemble des Canadiens qui va au-delà des communautés de langues officielles. Donc, lui, il les place avec les langues autochtones, qui sont les premières langues hein, du Canada, puis avec elles, les langues officielles constituent le fondement des valeurs de diversité et d'inclusion au sein de notre société. Euh, donc, on voit ici comment Théberge, à la fois, tente de faire entrer les langues autochtones dans le contexte de la réflexion, puis du discours sur les langues officielles. Il en appelle au principe, puis au succès de la loi sur les langues officielles pour dire ce qui pourrait être fait avec les langues autochtones. Mais il les fait aussi entrer dans le cadre défini par les langues officielles, puis il limite la possibilité d'imaginer d'autres manières d'approcher les langues autochtones, d'approcher la réconciliation avec les peuples autochtones. Puis on va revoir cette tension-là encore et encore dans ce que je vais présenter maintenant. Donc, quand on parle de dualité linguistique, on parle avant tout des deux peuples fondateurs, on parle des héritages français et britanniques, de ce qui a été fait par la suite. Euh, Quand on parle de dualité linguistique, on exclut les peuples autochtones, au premier peuple, hein, de l'histoire culturelle et politique. Oui, il y a eu des relations avec eux, mais ça, pour la plupart du temps, surnuméraires, c'est-à-dire ils ne sont pas comptés, ils sont là en plus, ou bien on les efface, on fait comme s'ils n'étaient pas là. Donc, on peut vouloir les inclure comme Théberge le suggère, mais le récit, puis tout le récit autour de la dualité rend ça impossible. Si on parle de la dualité comme un espace de pluralisme et d'inclusion, comme on le fait souvent, mais on suppose là, en fait, une coexistence linguistique à travers deux langues. C'est un peu l'idée de Pierre Trudeau, hein. On aurait deux langues officielles, aucune culture officielle. Tout le monde apprend ces deux langues-là. Ces langues-là sont présentées comme neutres culturellement. Puis on vit tous et toutes dans l'entre-soi que les langues parlées en commun, même si elles sont une langue additionnelle, euh, vont nous permettre de créer. Donc, les personnes qui parlent d'autres langues participent
à la coexistence linguistique, à ce pluralisme, à cette inclusion-là, par le biais des langues officielles, mais ça amène en fait à une obligation en pratique de parler français ou anglais pour avoir accès aux services. Donc là où c'est possible, il va y avoir des interprètes. Donc c'est sur ce modèle-là que des interprètes pour des langues, ce qu'on appelle des langues d'immigration, euh, que les interprètes pour les langues d'immigration sont offerts. C'est-à-dire, c'est pas une obligation, c'est là où c'est possible, là où il y a des capacités de permettre, puis là, là où il y a une demande. Donc, on fait une politique sur les langues autochtones qui renvoie en fait aux pratiques pour les langues immigrantes. En, en soi, il n'y a pas de problème à faire ça, mais on voit que c'est une question d'aménagement des langues minoritaires et non pas une question de réponse aux droits linguistiques des premiers peuples. Puis ensuite, on lie la dualité linguistique au multiculturalisme. Donc, on ne parle pas de droit vraiment, on ne parle pas d'autodétermination, d'autogouvernement, ni encore de traité ou de renouveau du fédéralisme. Donc, on évacue la question politique ici, finalement. À mon avis, parler des trois peuples fondateurs est incorrect. Je vais faire attention avec ça, vous allez voir pourquoi. Parce que pour moi, si on dit ça, mais on fait comme s'il y avait au départ trois peuples. Donc, d'abord, les premiers peuples ne sont pas un seul groupe. Ensuite, il y avait plusieurs groupes au sein d'un même peuple qui ont refusé, par exemple, le fait de signer des traités. Quand on parle, on pense à Gros Ours, au Mystère Masqua, au Big Bear, qui a mené, puis d'autres leaders comme lui, qui ont mené leur communauté euh, presque en exil, en résistance, jusqu'à ce qu'ils soient forcés par la famine, puis le siège finalement, à être à signer les traités. Mais longtemps, ils ont refusé cette adhésion-là au Canada. Ils ne sont pas les seuls. Donc, c'est difficile de dire que tout le monde était d'accord parce qu'il n'y avait pas de structure représentative où il y avait la possibilité de déléguer l'adhésion au Canada pour tout le monde, sauf pour les personnes présentes au moment de signature. Donc, ça, c'est une question en soi. Puis ensuite, il y a la question du fait que, en fait, quand on regarde le livre de Sheldon Krasowski, No Surrender, The Land Remains Indigenous, un livre qu'il va vraiment falloir traduire, on a, on a des preuves du fait que le gouvernement canadien puis les commissaires au traité ont négocié de mauvaise foi en cachant l'adhésion au Canada, le fait de devenir sujet, la cession des terres au peuple autochtone. C'est-à-dire que ça n'a même pas été discuté, ça a été rajouté par la suite au texte des traités, qui n'ont ensuite pas été traduits dans les langues autochtones comme ils devaient l'être avant une décennie la plupart du temps. Donc, on a cette idée des trois peuples fondateurs qui, en fait, euh, obscurcit ou cache euh, tout ce qu'il y a eu de malveillant dans l'entrée en traité, dans la création du Canada, qui cache une situation de pression en suggérant une impression d'égalité. Par contre, il faut reconnaître ici que les leaders autochtones utilisent souvent l'expression. Puis ici, ce que je dirais, mais en fait, c'est qu'on parle de peuple fondateur, c'est-à-dire il y a une présence avant celle des Européennes. Il y a eu des relations qui préexistaient à la création du Canada, qui ont été héritées par le Canada, dont le Canada doit maintenant être garant. La dualité renvoie aussi à une dualité raciale qu'on cache souvent. Donc, il y a des questions à savoir qui tombe sur la catégorie d'Indien, qui a le droit de transmettre le statut d'Indien et comment. Donc, il y a un débat en ce moment autour de ça au Parlement. On a eu aussi des questions à savoir quelles personnes et quels groupes peuvent s'auto-proclamer comme autochtones pour avoir des droits pour négocier des revendications, par exemple. Puis ensuite, il y a la surreprésentation d'un système carcéral puis d'un système de protection de l'enfance. Tout ça crée puis renforce une dualité raciale où on a les langues officielles qui renvoient euh,
à ce qu'on appelait au départ, en fait, deux races. Faut attention, là, le mot race a un glissement sémantique quand même. Euh, Puis on a aussi euh, des pratiques qui continuent à viser des personnes, surtout selon la couleur de leur peau, puis qui renvoient aussi les droits linguistiques à cette séparation-là. Si on revient par exemple aux écrits des politiciens qui ont bâti le Canada, on parle des membres du clergé qui ont bâti les communautés francophones en situation minoritaire, on a, par exemple, un discours racialisant, hein, où on crée la différence raciale des peuples autochtones. Encore une fois, ça, c'est une autre conférence pour un autre jour, mais on parle des couleurs de peau, on parle des caractéristiques physionomiques, on parle des capacités culturelles, capacités d'apprentissage, donc tout ce qu'on peut imaginer comme discrimination raciale, puis préjugés racistes, que ce soit au niveau culturel ou au niveau biologique, sont dans ces écrits-là. Donc la dualité est aussi bâti sur l'exclusion des gens qui ne tombent pas dans le modèle des gens qui parlent français ou des gens qui parlent anglais. Puis il y a un bel article de F. Hack puis de Patrick qui retrace l'articulation des hiérarchies raciales dans le texte, dans les textes, dans les délibérations, dans les mémoires, dans les études, dans les recherches. Donc, toutes les archives, finalement, de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. Donc, si on retrouve, on retourne à l'origine de l'idée de cette dualité linguistique-là. Bon, oui, on peut la ramener aussi aux deux peuples fondateurs chez Henri Bourassa, mais si on retourne à la Commission ici, donc, à l'origine, finalement, de ouais, sur les langues officielles, puis on a une exclusion des premiers peuples du mandat de la commission, même si les représentants autochtones ont tenté de s'y intégrer dès le départ, puis ont présenté plusieurs soumissions. On a eu des discussions qui ont porté sur la culture et la langue, euh, souvent pour éviter de parler de questions de race, puis de discrimination raciale, de racisme. On a eu des discussions, des rapports préliminaires qui ont orienté le mandat de commission vers le conflit entre ce qui est écrit dans les documents de races fondatrices. Donc, on a une série de décisions puis de justifications pour ces décisions-là. On a des rapports de recherche commandités par la commission sur lesquels elle s'appuie par la suite, qui parlent en anglais de stock. Donc, c'est un peu comme l'héritage, si on veut, un héritage physique, ancestral, pardon, qui passe dans la biologie ainsi que dans la culture. Puis on parle aussi de langue autochtone comme étant prémoderne, de culture primitive. Puis on parle des inégalités économiques seulement en disant que les cultures autochtones créent des déficits puis empêchent le développement économique. Donc, tout ça pour dire que la naissance même de la loi sur la langue officielle a lieu dans ce contexte-là où on crée puis on promeut l'idée de la dualité linguistique euh, euh, à partir de distinctions sur la base de la race, puis de la culture, hein, du racisme qui devient que culturel. Les peuples autochtones, ou quand les peuples ont aussi leur mot à dire sur le bilinguisme officiel. Donc, on peut prendre, par exemple, ici, une soumission au Comité permanent sur les langues officielles pour la refonte de la loi sur les langues officielles par l'Assemblée des Nations, qui demande une exemption pour les personnes autochtones parce que les amendements pour euh, euh, ce sont les amendements par rapport à toutes les entreprises qui tombent sur les lois fédérales, mais pour la bureaucratie aussi, le service civil en général. Euh, des, des amendements qui sont mis de l'avant créent des barrières aux personnes autochtones dans la fonction publique, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'apprendre la plupart du temps le français ou l'anglais, en plus de la langue coloniale qu'ils parlent déjà. Donc, on rajoute des barrières alors que les personnes autochtones sont déjà sous-représentées.
Puis, on les pousse finalement à dire, ben, si vous voulez participer à la fonction publique canadienne, vous devez mettre vos efforts sur l'apprentissage de l'autre langue coloniale et non sur l'apprentissage de votre langue. Alors, ce qu'on fait ici, finalement, c'est qu'on empêche en pratique les gens qui parlent puis qui mettent de l'effort dans le maintien d'une langue autochtone d'avoir accès à la plupart des postes de décision. Puis on empêche les gens dans ces postes-là ou qui continuent à se spécialiser dans l'autre langue officielle à développer leur capacité linguistique dans une langue autochtone. Donc, on empêche la présence de langue autochtone dans la fonction publique canadienne. Puis il y a l'idée, tout simplement, que forcer les peuples autochtones à apprendre une autre langue coloniale, au-delà de ça qui a déjà été forcé par l'histoire des pensionnats, par la manière dont l'enseignement a été prodigué depuis longtemps, en fait, ça, c'est injuste. Par ailleurs, la soumission explique que les langues autochtones ont participé autant au traité canadien et français. Donc, j'ai pas inventé ça, là, j'ai pris ça de cette soumission-là, qui a un engagement à la coexistence qui inclut une reconnaissance égale des langues. Euh, la reconnaissance des droits linguistiques autochtones et francophones ne sont pas mutuellement exclusifs. Évidemment, c'est quelque chose à explorer. Il y a une coexistence. Là, j'anticipe un peu, il y a une coexistence nécessaire entre francophones et peuples autochtones pour parler de la manière dont ça pourrait être fait. Puis il y a aussi le fait que les élèves autochtones doivent étudier dans la langue qui est où l'enseignement se fait, là où il se trouve. Puis on rappellera que plus de la moitié des personnes autochtones vivent en milieu urbain, où c'est encore plus rare qu'il y ait des écoles où on enseigne dans les langues autochtones. Donc, quelques horizons d'avenir, avec un peu de soleil. Donc, il y a des principes, selon la loi sur les langues officielles, qui doivent présider à l'interprétation des droits linguistiques. On doit interpréter de manière large et libérale. On doit viser la réparation. On doit évaluer les droits linguistiques euh, ou évaluer l'interprétation en relation à l'égalité réelle à créer. Puis, on doit adapter ces droits linguistiques à différentes situations minoritaires, puis à leurs besoins. On reconnaît qu'il y a une diversité de régimes linguistiques dans différentes provinces et territoires, puis on parle de l'importance de la réappropriation, de la revitalisation, puis du renforcement des langues autochtones dans la loi sur les langues officielles. Donc, à mon avis, on peut étendre ces principes-là aux langues officielles. C'est pas ce que ça suggère ici, mais ça peut faire partie de l'esprit dans lequel on approche les langues autochtones. Par contre, il y a des limites à cette extension-là parce que il y a une multiplicité des langues autochtones qui existent. Alors, le contexte, la manière de penser aux langues officielles ne peut pas être plaqué tel quel sur les langues autochtones. Mais ça ne peut pas se servir d'alibi non plus. Le fait qu'il y a une soixantaine ou même plus de langues autochtones ne veut pas dire que c'est trop difficile, qu'on ne doit pas le faire. Il faut se rappeler aussi que euh, quand le français voit une diminution de son poids démographique, on a pu avoir recours à l'immigration. Puis ailleurs, j'ai déjà pas parlé de ça, mais on met le poids de la vitalité du français sur les immigrants, surtout africains. Donc, on peut finalement importer des locuteurs du français pour soutenir les communautés. Donc, j'ai déjà suggéré qu'il y a des problèmes éthiques et politiques par rapport à ça. Euh, mais il y a cette réalité-là où il y a des locuteurs ailleurs. C'est pas le cas pour les langues des peuples autochtones. Puis, le fait de commencer avec la loi sur les langues officielles met de l'avant des manières euro-canadiennes de comprendre les politiques linguistiques, puis ne commence pas avec la diplomatie autochtone qui a reçu les Européens ici. Donc, il faut faire attention à ne pas trop étendre le modèle de la loi sur les langues officielles aux langues autochtones, parce que ça peut limiter beaucoup les possibilités tant d'imagination que de mise en œuvre.
Je vous propose aussi deux manières de voir la relation. Alors, si vous êtes comme moi, vous allez être du côté droit de l'écran, c'est-à-dire vous allez dire le français est essentiel au régime colonial. Les francophones sont des colons, colonnes, voire des colonisateurs, colonisatrices. Il y a eu plusieurs francophones premiers ministres, puis au règne de grandes compagnies qui maintiennent le colonialisme au Canada. Une évaluation morale et politique qui fait qu'on doit transformer le statut en transformant le statut du premier peuple, puis finalement transformer le régime colonial. Mais si vous ne me suivez pas jusque-là, vous voulez dire, non, le français, c'est pas essentiel au régime colonial. Le français est colonisé. OK. Donc, les francophones sont colonisés, sont opprimés par le fédéralisme canadien. Donc, on doit transformer le statut du francophone. Puis, dans ce cas-là, ben, il reste qu'une solidarité avec les premiers peuples est possible. Continuons. Je suggère hein, qu'on devrait suivre le leadership des premiers peuples et en fait s'inspirer de la manière dont ils parlent des langues autochtones pour maintenir une place pour le français dans un cadre beaucoup plus éclaté, qui ne met pas nécessairement le français et l'anglais au centre des politiques linguistiques. Je suggère d'éviter la logique coloniale, de chercher à créer de nouvelles relations, de nouvelles institutions. Donc oui, c'est à long terme. Puis il y a une posture de transformation structurelle ici qui est suggérée. Encore une fois, si vous ne me suivez pas jusque-là, puis vous dites non, le français est désavantagé d'après le système colonial, il faut euh, aller vers l'égalité réelle. Bon, dans ce cas-là, on peut avoir des politiques séparées, un travail à parallèle pour le français et les langues autochtones, mais on peut, et il faut, à mon avis, au moins maintenir une communication, permettre un soutien mutuel des luttes de l'autre. Puis de ne pas faire comme ce on me demande souvent, ben, est-ce que nous, francophones, qui avons tellement de succès puis d'habitude à lutter pour la langue française, est-ce qu'on ne pourrait pas apporter, porter main forte ou porter conseil au peuple autochtone? Ce que je dirais, c'est qu'eux aussi se battent en fait de manière beaucoup plus continuelle puis devant des attaques beaucoup plus grandes. Donc, il faut faire attention à bien faire preuve d'humilité dans ce contexte-là, puis de ne pas arriver avec des solutions toutes faites. Donc, une posture de soutien ici qui devient possible au minimum. Puis, à mon avis, il faut quand même éviter la logique de jeu à somme nulle. Donc, c'est pas un gagne, l'autre perd, mais il faut minimiser les compétitions, puis plutôt chercher des bénéfices mutuels. Ce qui pourrait être, par exemple, ben, si on a un problème au niveau de la Cour suprême, on peut revoir la composition pour avoir trois parties plutôt que deux. Non pas deux langues, mais trois sortes de systèmes politiques, juridiques parce qu'en fait, les systèmes juridiques autochtones existaient bien longtemps avant l'arrivée des Européens, puis continuent à exister aujourd'hui. Ils sont en fait très différents même les uns des autres. Puis on devrait avoir des experts dans ce système juridique-là aussi, au milieu au sein de la Cour suprême. Donc, on peut voir à chercher des bénéfices mutuels pour maintenir la place du français tout en déplaçant le français et l'anglais comme le seul critère important ici, sans pour autant exposer le français à être en position encore plus minorisée. Les suggestions de soutien. Ben, on peut se rappeler que la responsabilité doit être centralisée parmi les premiers peuples, mais ça implique quand même des obligations. On peut reconnaître partout au gouvernement la responsabilité, donc pas seulement à patrimoine, mais comme pour le français, hein, dans toute la fonction publique. Euh, Ici, les communautés francophones ont un certain poids, ben, à patrimoine, mais partout ailleurs aussi. Donc, on peut faire des demandes de soutien aux langues autochtones partout là où il y a des demandes, des revendications pour le français. Puis on peut aussi nous-mêmes, dans nos communautés, inclure des mesures, inclure des initiatives, des traductions simultanées. On peut avoir des partenariats pour le permettre. Donc il y a des possibilités là aussi. Puis quelque chose d'assez symbolique ici, il faut l'avouer, mais les symboles sont parfois des lieux de création de relations. Le 31 mars, la fin de la journée du mois de la francophonie, ben, c'est aussi la journée nationale des langues autochtones. Donc, il y a comme une transition possible, des activités conjointes qui pourraient être possibles dans ce cas-là,
où on fait entrer les langues autochtones, on les met au centre euh, des questions linguistiques, au moins pour une journée. Puis il y a aussi des questions de structure plus larges. Ben, ça, encore une fois, j'ai pas à tout inventer moi-même. Les gens font plusieurs suggestions. Donc, si on parle de transformation structurelle ou même ce que les francophones peuvent appuyer comme revendication de la part des peuples autochtones, ben, il y a l'idée de donner un statut constitutionnel aux langues autochtones, c'est-à-dire un statut constitutionnel explicite, donner un statut de langue officielle, euh, donc ce qui a été suggéré par d'autres aussi, notamment par les représentants inuits. On a la création de traités modernes qui permettraient aussi. On a l'éducation, l'immersion qui pourrait être inclus dans la loi sur les langues autochtones, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On peut inclure les langues autochtones directement dans la loi sur les langues officielles aussi, sur l'Assemblée des Premières Nations. On peut parler des droits qui iraient avec les moyens d'exercer les droits, donc de financer l'éducation et les services publics dans les langues autochtones qui permettraient une revitalisation, donc qui irait au-delà du statut officiel. Alors, il y a des choses qui ont déjà été suggérées ici. J'ai même pas moi, puis je ne fais même pas moi de suggestions spécifiques. Tout ça vient des communautés, puis des dirigeants autochtones eux-mêmes. Alors, pour conclure ici, on a quelques lectures choisies en français. Euh, J'en donne trois, là, juste pour donner une idée générale, si ça vous tente d'aller lire davantage pour en savoir plus. Donc, je vous remercie pour votre présence ici aujourd'hui. Nous allons arrêter l'enregistrement, puis permettre une discussion. Puis je dois me donner des grandes félicitations pour m'être arrêté après seulement 1 heure. Parce que d'habitude, je voyais mon nombre de diapositives et je me disais, oh, ça va aller mal. Donc, merci pour votre patience. Puis j'ai bien hâte d'échanger avec vous. Pour celles qui me regardent par la suite, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Je serais heureux d'échanger avec vous aussi.